Bonjour et bienvenue à tous, je suis Nathan Milécan du blog Investir pour réussir. Aujourd'hui, c'est la question que vous vous posez. Comment investir son argent dans l'immobilier? Que ce soit pour votre résidence principale ou pour un investissement immobilier, je vais vous dire dans cette vidéo si vous avez besoin de mettre votre argent, votre cash quand vous achetez un appartement ou une maison. Bref, aujourd'hui, vous avez peut-être 10 000, 50 000, 100 000, 200 000 euros sur votre compte et vous ne savez pas quoi en faire. Eh bien, je vais vous donner des réponses. Comment investir son argent dans l'immobilier? C'est une question récurrente. En fait, je pense que tous ceux qui ont ou qui ont eu un peu d'argent de côté se sont déjà posé cette question. Pourquoi cette question? Parce qu'on ne peut pas passer à côté de l'immobilier aujourd'hui. Premièrement, on habite tous dans un logement. En tout cas, je l'espère pour vous. Et tous les jours, on voit des appartements ou des maisons quand on se déplace en voiture ou à pied, en métro, etc. Deuxièmement, l'immobilier est ancré dans la tête des gens, comme être un bon investissement. On pense qu'on ne peut pas perdre d'argent dans l'immobilier et que c'est toujours une bonne raison d'acheter, une bonne chose d'acheter. C'est donc la première chose à laquelle on pense quand on veut investir son argent. Et c'est pas plus mal. Personnellement, en tant qu'investisseur, je ne vais pas dire le contraire. L'immobilier a vraiment des gros avantages. Pour moi, le point le plus important, c'est que ça offre un service exceptionnel. On a tendance à l'oublier, mais avoir un toit sur la tête, c'est le plus important. On a tous besoin de se loger. Donc justement, se loger fait partie du deuxième élément de la pyramide de Maslow, juste après les besoins physiologiques que sont la faim, la soif, le sommeil. Après ces besoins vraiment basiques, on retrouve le besoin de sécurité. Et être chez soi en fait partie. On a tous envie de se retrouver chez soi, dans son petit cocon. On se sent bien, on se sent en sécurité. L'immobilier, c'est aussi plus résistant aux crises économiques qu'un autre actif financier. Par exemple, si les bourses peuvent perdre 50% en un an, les prix dans l'immobilier ne baisseront jamais autant et aussi rapidement. De plus, les loyers non plus ne baisseront pas de 50% entre deux locataires. La baisse des loyers est vraiment beaucoup plus faible par rapport à une crise économique. L'immobilier, c'est aussi rassurant de savoir que derrière, il y a un bien physique. C'est du concret, on peut visualiser, on peut toucher. Allez, j'ai déjà trop parlé, on attaque le vif du sujet. Donc si vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale, vous allez sûrement vous orienter vers l'achat de votre résidence principale. C'est ce que font 90% des gens parce qu'il y a ce rêve d'avoir son propre chez soi et puis on se dit qu'on jette de l'argent par la fenêtre en payant un loyer tous les mois. Alors là-dedans, il y a des raisons valables, c'est vrai. Mais moi, je suis un investisseur. J'ai acheté 2 biens immobiliers et pourtant, je suis encore locataire. Ça peut surprendre, mais c'est vrai. Il y a des études en fait qui montrent qu'il faut vivre en moyenne 7 ans dans sa résidence principale pour rentabiliser l'achat de ce bien, de votre résidence principale. 7 ans en moyenne pour gagner de l'argent en fait avec l'achat de votre résidence principale. Ça peut être différent dans votre ville forcément, mais ça permet quand même d'avoir une idée et de se projeter un petit peu lorsqu'on achète sa résidence principale. Alors pourquoi 7 ans, vous allez me demander? C'est vrai qu'on entend souvent l'agent immobilier ou son voisin ou quelqu'un d'autre, une connaissance, dire qu'il a acheté sa maison 100 000 euros il y a 5 ans et qu'il a revendu 110 000 euros. Du coup, il a gagné 10 000 euros en fait. Donc il n'y a pas de raison d'attendre 7 ans. En fait, tout simplement parce que le fait d'acheter et de vendre un bien immobilier amène des frais importants qu'on a tendance à oublier et que l'agent immobilier a aussi tendance à vous faire oublier. On va y aller dans l'ordre. Donc, lorsque vous achetez, vous avez les frais de notaire qui sont obligatoires et qui sont aux alentours de 7 à 8% du prix d'achat. Donc, un bien vendu 100 000 euros, c'est à peu près 8 000 euros de frais de notaire. Vous avez aussi les frais bancaires, c'est-à-dire le coût du crédit. Vous allez rembourser plus que ce que vous allez emprunter. Donc, je parle des intérêts. Vous avez aussi les frais de dossier aux alentours des 500 euros qui peuvent être négociés. C'est vrai au maximum à 0 euros, essayez de les négocier. Vous avez également les frais de caution. Derrière la caution, on parle souvent d'hypothèque. Ça vous parle peut-être plus. Et c'est vite entre 1 500 et 2 000 euros perdus dans ces frais de caution. Vous allez sûrement faire des travaux également dans votre résidence principale. Puis quand on est propriétaire, on paye également la taxe foncière. Et c'est vraiment pas anecdotique. Pour des maisons, on arrive vite à 2 000 euros tous les ans à payer. Donc mis bout à bout, vous voyez bien que le prix réel est bien supérieur au prix vendu.
Maintenant, quand vous vendez, vous avez aussi les frais d'agence. Bien sûr, c'est si vous passez par une agence, hein, mais c'est quand même entre 7 et 10% du prix du bien. Vous avez ensuite les différents diagnostics obligatoires à réaliser avant la vente, DPE, plomb, électricité, termites, etc. etc. C'est vite 500 € de plus. Voilà, vous comprenez mieux pourquoi il faut quand même attendre 7 ans en moyenne, je dis bien en moyenne, hein, ça dépend de votre situation, avant de rentabiliser l'achat de sa résidence principale. Attention, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter sa résidence principale. Je sais qu'il y a une valeur émotionnelle derrière, hein. C'est une valeur émotionnelle très importante et c'est logique aussi qu'on ait envie d'acheter sa résidence principale un jour. Du coup, ce que je vous conseille, et c'est ce que je vais faire personnellement quand je vais acheter ma résidence principale, c'est de coupler résidence principale et investissement immobilier. Alors comment on peut faire ça? En fait, c'est pas si compliqué et vous avez plein de possibilités. Ça peut être par exemple acheter un grand terrain et le diviser en deux et vous vendez l'un des deux. Ça, c'est une technique qui ne demande pas beaucoup de travail et qui peut vraiment vous permettre de payer une partie de votre achat initial. Deuxième exemple, ça peut être acheter une maison ou un appartement et en louer une partie, que ça soit en location courte durée ou en location à l'année. Vous pouvez très bien réserver une partie à des locataires avec une entrée séparée et tout ce qui va bien pour que chacun soit chez lui en fait. Troisième exemple, pour les personnes célibataires, c'est de créer carrément une colocation chez soi, chez vous. Donc voilà, vous partagez en fait votre chez vous avec d'autres. Ça permet de ne pas s'ennuyer lors des longues soirées d'hiver. Non mais franchement, pour ceux qui ont envie et qui n'ont pas envie d'être seuls surtout, c'est un très bon moyen. Donc à la question de l'apport, dois-je mettre de l'apport et combien d'apport dois-je mettre? Pour sa résidence principale, je conseille de mettre de l'apport pour une raison très simple. Je vais vous le dire tout de suite, parce que votre argent investi dans votre maison vous rapportera plus que s'il reste à la banque. C'est tout simple. Donc mettre de l'apport, c'est réduire les intérêts d'emprunt, tout simplement parce que vous allez moins emprunter. Mais c'est aussi augmenter les chances d'obtenir le prêt immobilier. Car pour la banque, moins elle prête, moins c'est risqué. La banque ne fait que de la gestion du risque. Donc avec de l'apport, vous avez plus de chances d'obtenir votre prêt immobilier. Par contre, ne mettez pas tout votre argent en apport. Gardez toujours une épargne de précaution ou un fonds de sécurité, appelez-le comme vous voulez. Déjà parce que vous aurez peut-être des dépenses imprévues après l'achat de votre résidence principale. Ensuite, parce qu'il y a les aléas de la vie. Votre voiture qui tombe en panne, une perte d'emploi, un téléphone à remplacer, c'est vite 500, 1000, 2000 € à sortir de votre portefeuille. Je conseille donc de garder entre 3 et 6 mois de dépenses courantes. Donc si vous avez 2000 € de dépenses tous les mois, ça représente entre 6 et 12 000 € d'épargne réservée de côté au cas où. Si par contre vous avez de l'argent de côté et que vous voulez investir dans le locatif, alors je vous le dis tout de suite, mettez le moins d'apport possible. Gardez votre cash pour justement acheter votre résidence principale un jour ou pour pratiquer vos passions, voyager, profiter de la vie. Et pour les investisseurs dans l'âme comme moi, vous gardez votre argent pour acheter et investir ailleurs. Vous achetez des actions, vous achetez des bitcoins, vous investissez dans des entreprises, etc., etc. Donc dis-moi en commentaire comment tu comptes utiliser ton argent et quel est ton projet immobilier, résidence principale ou investisseur. Et si vous voulez en apprendre toujours plus sur l'investissement immobilier, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous de très bons investissements. À la prochaine!